Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Fernanda. Aujourd'hui nous allons donner continuité à une vidéo qui était, je ne veux pas dire polémique, mais il y a eu quelques commentaires un tout petit peu polémiques et j'aimerais bien expliquer déjà une chose, mais voilà, la thématique d'aujourd'hui c'est comment traiter la sarcopénie. On attend la vignette et je vous en parle déjà un peu plus. Alors, déjà pour expliquer une chose, cette chaîne elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent le voir, bien sûr, je suis sur YouTube, c'est normal, mais si vous voyez bien, la première vidéo que je laisse noter ici, où je parle de la sarcopénie et comment l'identifier, la diagnostiquer, c'est une vidéo faite pour les étudiantes en médecine et pour les médecins, spécialement les médecins généralistes, qui peuvent avoir des patients avec ces types de altérations, on va dire, dans leur santé. Donc il y a eu quelques commentaires sur cette vidéo en disant ah mais vous ne dites pas comment traiter ou vous n'expliquez pas trop bien. Oui, parce que ce n'est pas fait vraiment pour les grands publics. La vidéo là, elle était faite pour les personnes qui sont déjà dans les métiers de la santé. Donc, j'ai pris en compte quand même les commentaires, j'écoute, je lis tous les commentaires, j'écoute ce que vous me dites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je parle de comment traiter cette sarcopénie. Mais, je vous rappelle toujours, vous devez faire ça avec un professionnel de santé. Donc n'essayez pas de faire les choses tout seul, toute seule, dans votre coin. Non, il faut toujours en parler à un médecin traitant, d'accord, ou un gériatre par exemple. Donc il faut absolument un suivi médical. Moi je ne peux pas vous donner des diagnostics, je ne peux pas vous expliquer de choses pour votre santé puisque je vous ne connais pas. Donc je ne peux pas donner d'avis médical, spécialement en commentaire sur ma chaîne YouTube, parce que tout passe par un examen clinique. Il faut connaître les antécédents de chaque patient. Donc tout ce qu'on fait en médecine, on doit considérer la personne, les terrains déjà, ses antécédents familiaux aussi. On ne peut pas donner des avis comme ça, d'accord? Ça serait complètement irresponsable de ma part, d'accord? Donc, considérant tout ça que je viens de vous dire, aujourd'hui nous allons parler de comment traiter la sarcopénie et cette vidéo elle est spécialement faite pour les étudiants en médecine et pour les professionnels de santé, donc les médecins généralistes par exemple, mais donc je fais d'une façon où n'importe qui peut aussi la voir et comprendre. Donc nous allons commencer déjà par la première chose. Les mieux pour la sarcopénie, c'est de prévenir, donc c'est la prévention le plus important. Traiter une fois qu'elle est déjà installée, c'est super difficile. On n'arrive pas en fait à récupérer grand chose quand on a déjà perdu de la masse musculaire. Donc le plus important c'est de prévenir. Donc là, Fernanda, comment on peut prévenir l'apparition d'une sarcopénie? Déjà, ça passe par une bonne alimentation. Et pour une bonne alimentation, on va dire une alimentation équilibrée, pas de diète de folie. Ce qu'on va dire, c'est qu'il faut quand même des apports en protéines, sachant qu'il faut toujours voir un professionnel. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre alimentation, parce que ça va passer par votre type physique, votre poids, la question par exemple de comment vos reins ils marchent, si vous avez une fonction rénale normale et que du coup vous pouvez quand même faire les filtres au niveau des reins par rapport aux protéines, parce que si vous prenez trop de protéines, ce n'est pas bien non plus. Et trop de protéines, ça veut dire que elles seront perdues en tout cas, les corps ne va pas les garder, elles seront lancées vers les reins et si les reins sont surchargés, ce n'est pas bien non plus. Donc toujours être accompagné par exemple par un diététicien, diététicienne. Donc il faut absolument, d'accord, de ne pas faire ça tout seul, toute seule, d'accord? C'est très important, gardez bien ça dans vos têtes. Donc, si vous êtes un professionnel de santé, comment vous allez orienter vos patients pour prévenir l'apparition de sarcopénie? Il faut déjà des apports en protéines, donc à voir, comme je vous ai dit, par rapport au poids, par rapport à la fonction rénale. Donc on fera un calcul. On pourra donner des suppléments alimentaires, mais on va arriver là. Là, je parle plutôt pour prévenir. Donc, une alimentation équilibrée et l'activité physique toujours constante dans nos vies.
Tout ça, ça va prévenir pour que quand on arrive à partir de 60-70 ans, on ne commence pas à perdre de la masse musculaire. Donc première chose, prévention. Il faut toujours de l'activité physique. Et l'activité physique, je vous rappelle, il faut au moins 30 minutes d'une activité dans une journée. Déjà, il y a des études qui montrent qu'à partir de 15 minutes, on a déjà de bons résultats pour notre santé. Mais les mots les plus importants, c'est régularité. D'accord? Donc ça ne change rien. Par exemple, si vous faites une semaine, vous faites tous les jours de la marche. Et puis la semaine d'après, vous faites une fois. Et la semaine d'après, 2 fois. Et après vous arrêtez pendant 2-3 semaines. Et après vous faites de nouveau 6 fois dans la semaine, voilà. Et après vous arrêtez à nouveau. Et cette irrégularité, quand c'est inconstant, ça ne va pas vraiment changer. Si vous faites par exemple 2 fois par semaine, mais que vous faites vraiment toutes les semaines, 2 fois par semaine, au moins 15-20 minutes d'une activité, que ce soit du vélo, que ce soit de la marche, peu importe, mais une activité régulière, là vous pouvez avoir effectivement les effets bénéfiques de cette activité. Mais les mots, c'est régularité, d'accord? Donc ça pour la prévention. Et on va maintenant pour la partie traitement. Une fois qu'on a déjà une sarcopénie qui commence à s'installer, déjà, comment on peut identifier? Vous allez voir dans la première vidéo, c'est là que j'explique un peu mieux. Mais sachant que il faut de toute façon évaluer la fonctionnalité de notre patient. Il faut évaluer par exemple s'il arrive à s'asseoir, se mettre debout sans aide, sans avoir à tenir quelque part. Parce que du coup ça montre déjà que les muscles n'arrivent pas complètement à tenir même son poids à lui. Ça c'est important, cette fonctionnalité. On a de mesures par exemple quand on fait la mesure du mollet. Cette mesure peut nous donner déjà une notion. Donc c'est important, ça fait partie de l'examen clinique d'une personne qui passe déjà ses 50 ans, de faire déjà la mesure du mollet, parce que comme ça on peut comparer. Et si d'ici 5-10 ans on voit que cette circonférence, la mesure du mollet commence à diminuer, on voit déjà qu'il y a une perte de masse musculaire. Vous savez, les mollets, c'est facilement visible, on voit très bien les muscles, et comme ça, on a déjà une notion. Normalement, ce n'est pas un endroit où on va avoir beaucoup de graisse, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler, par exemple, de circonférence abdominale ou d'autres endroits du corps. Normalement, c'est les mollets qui est considéré un bon repère pour qu'on puisse voir s'il y a cette perte de masse musculaire avec les années, d'accord? Si votre patient commence déjà à dire j'habite dans un bâtiment où il y a, par exemple, 3 étages, je suis au 3e, 4e étage et je commence déjà à être fatiguée, mais pas une fatigue par manque d'air, l'effort qu'on dit au niveau dyspnée, le manque d'air, l'essoufflement. Non, quand on commence à dire, je sens déjà que mes jambes tremblent, que j'ai du mal à monter, vraiment fatigue au niveau musculaire, membre inférieur, je dois m'arrêter au milieu, je dois attendre un peu pour continuer. Là, on commence à se dire, ah oui, on a quand même une perte au niveau de la masse musculaire, de la force musculaire. Et c'est là qu'on doit commencer à agir. Comme je vous ai dit, il faut commencer à agir avant. Mais si on identifie à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va parler déjà, première chose, au niveau de la nutrition, comme je vous ai dit, c'est des compléments alimentaires. Il y a de supplémentation qu'on peut faire au niveau de protéines. Bien sûr, les plus connus, c'est ce qu'on entend parler pour les gens qui vont en salle de sport et qui prennent par exemple whey protein, des choses comme ça. Mais là, on n'est pas en train de parler des gens jeunes qui ont déjà de muscles, qui ont déjà une bonne fonction et qui veulent tout simplement modeler leur corps. Non, là, c'est vraiment pour un besoin. Donc, leur corps commence à perdre au niveau de masse musculaire et on doit l'apporter un peu plus de protéines pour que les corps ne soient pas complètement vide, on va dire, de protéines. Bien sûr, il n'est pas vide, c'est une image, d'accord? Donc, on a les plus connus, ce qu'on a le plus dans les pharmacies, qu'on connaît, qui même à l'hôpital, on utilise beaucoup avec nos patients en gériatrie, par exemple. Ils sortent sous des CNO. Donc, c'est quoi CNO? C'est complément nutritionnel oral. Il y a le crème, de crème dessert, qui sont déjà, ils ont déjà un apport en protéines un peu plus important. Il y a aussi les types liquides à boire, comme Fraisubin. Donc là, je vous donne quelques noms, mais peu importe la marque, en fait, ce qu'on va discuter, c'est la question de combien d'apports en protéines on aura. Sachant qu'on aura entre 25 à 30 grammes par
repas. Donc ne pas dépasser 30 grammes de protéines par repas. Et ça c'est un calcul, c'est pour ça que je vous dis, si vous qui êtes en train de regarder, vous êtes une personne qui n'est pas, hein, vous êtes un patient, vous n'êtes pas dans le métier de la santé, il faut absolument chercher ou un médecin ou par exemple un diététicien qui va vous aider à faire ces calculs, à voir combien d'apports vous avez besoin vous, parce que comme je vous ai dit, ça dépend de votre masse corporelle, de votre poids, ça dépend de la fonction de vos reins. Donc c'est très important de faire un suivi pour ça, d'accord? Sachant que aussi la capacité d'absorption de protéines, elle diminue avec l'âge. Donc même si vous prenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez prendre beaucoup de protéines, ça va tout simplement partir dans les reins, dans les urines, et elles ne vont pas être vraiment absorbées par vos corps. Donc c'est important de faire ces suivis pour savoir exactement combien de protéines vous allez prendre pour vraiment aider en quelque chose. Sinon c'est tout simplement de gâchis. Et aussi de la surcharge pour vos reins. Donc ça c'est très important et on ne doit pas prendre à la légère, hein. Bien sûr, il y a des examens qui peuvent nous aider à voir par exemple au niveau de la masse osseuse aussi, parce qu'on a besoin de os qui soit fort aussi, qui soit bien pour faire de l'activité physique. On a par exemple la densitométrie osseuse qu'on ne fera pas avant 50 ans ou même avec un besoin spécifique. Donc c'est pour ça, c'est par exemple pour des femmes qui sont à partir de la ménopause, hein, qui ont déjà une perte osseuse importante, ou pour des personnes qui ont de traitements très spécifiques comme par exemple avec de méthotrexate qu'on sait qui peut faire perdre la densité au niveau osseux. Donc là on va demander de la densitométrie. Donc tous les 2 ans normalement. Voilà, il y a des protocoles spécifiques pour chaque cas. Donc si c'est par rapport à un traitement ou si c'est par rapport à la ménopause ou même ménopause précoce, donc il y a plusieurs situations, hein, différentes où on va faire ces suivis et du coup on verra s'il y a une ostéoporose ou une ostéopénie à traiter. Et les traitements spécifiques on ne parlera pas dans cette vidéo parce que là c'est plutôt avec du calcium, vitamine D, mais c'est vrai que même pour la sarcopénie il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut savoir qu'il y a aussi la partie osseuse à faire attention pour ne pas avoir une surcharge musculaire sur un os qui est faible. Donc ça aussi on doit faire attention. Donc densité osseuse, supplémentation en vitamine D aussi par exemple, qui ne doit pas être non plus exagérée, mais comme déjà dans les recommandations qu'on a pour de la vitamine D en plus pendant l'hiver. Donc voilà, on a déjà de recommandations, de protocoles déjà établis pour ça. Et du coup, si on parle de supplémentation en protéines, on doit penser aussi dans la supplémentation de vitamine D et voir la densitométrie osseuse de chaque patient. Donc notre patient qui commence à présenter de la sarcopénie, il doit être suivi au niveau alimentation et du coup on va penser en protéines, supplémentation en vitamine D, en protéines, voir au niveau de la masse osseuse, voir au niveau de la masse musculaire, son poids, sa fonction rénale. Et là on pourra dire maintenant il y a de l'activité physique à faire. Donc on a fait déjà des examens complémentaires, on sait que maintenant on a un os qui est sain, on a du muscle qui va avoir de l'apport en protéines. Là on pourra demander plus de ces muscles là, un peu plus de ces corps. Et du coup là il y a des exercices à faire, toujours avec un professionnel, hein, donc toujours être suivi, n'essayez pas de faire tout seul, vous pouvez même vous blesser et ce n'est pas ça qui va apporter de l'aide, ça va même vous embêter encore plus et faire de lésions. Donc c'est important à ce moment-là. Donc une fois qu'on a vu que tout est bien, que vous pouvez faire de l'activité physique et que vous avez déjà un suivi, une supplémentation au niveau alimentaire, et que vous pouvez maintenant faire une surcharge au niveau musculaire, là vous allez faire de l'activité physique plutôt vraiment en salle de sport, hein, avec du poids. Il faut porter du poids, il faut faire des activités pour faire membres supérieurs, membres inférieurs, toujours équilibré, hein, pas que les membres supérieurs, pas que le membre inférieur. Donc l'activité physique elle est importante aussi au niveau cardio, mais le plus important pour la sarcopénie c'est vraiment de faire de sport, un
en résistance physique, vraiment avec poids, et pour faire, même si on fait par exemple du squat, avec le poids du corps même, sans poids en plus, mais c'est des types d'activités physiques de ce type-là, pour vraiment aider à travailler chaque groupe musculaire, que ce soit par exemple les cuisses, bras, et puis faire aussi tout ce qui est la partie plus centrale qu'on dit core, donc au centre du corps, qui va aider un équilibre, hein. Donc tout ça, ça aide aussi pour un patient qui commence à vieillir, qui commence à avoir de l'âge. Il aura aussi de troubles de la marche, de troubles de l'équilibre, et tout ça, ça pourra l'aider à diminuer, voire arrêter tout ce qui est dégradation, on va dire, au niveau de l'équilibre de la marche. Donc si on a un corps qui est équilibré au niveau des muscles et au niveau de son centre d'équilibre, il aura moins de chutes, moins de manque, perte d'équilibre, moins de troubles pour marcher et pour faire, par exemple, monter, descente d'escalier. D'accord? Donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est important quand on commence à avoir de la perte de masse musculaire, quand on commence à avoir déjà un vieillissement, qu'on mange moins. C'est important d'avoir ces suivis, faire de la supplémentation orale, faire de l'activité physique avec un suivi régulier. Donc de nouveau les mots réguliers. Et c'est ça qui va vous aider à avoir un vieillissement sain et sans risque pour votre santé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, hein, que vous soyez un professionnel dans la santé ou que vous soyez une personne qui n'est pas dans les métiers mais qui souhaite un peu comprendre cette perte de masse musculaire et comment l'éviter. Et voilà, je suis ouverte aux commentaires s'il y a des choses que vous souhaitez comprendre un peu mieux ou d'autres thèmes que vous souhaitez voir ici sur ma chaîne. D'accord? Donc comme toujours, restez bien en paix et en bonne santé. À la prochaine!